Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une question, assez commune finalement. Comment on lance une conversation avec quelqu'un d'un autre pays? Surtout quand on apprend la langue. C'est une super opportunité, mais ça peut faire un peu peur aussi, on va pas se mentir. Et pour nous guider, on a un support, un guide fait justement pour les personnes qui apprennent une langue. L'idée, c'est d'en tirer des stratégies pratiques, transformer cette petite hésitation, cette appréhension peut-être, en confiance, pour que ces échanges deviennent possibles et même enrichissants. Bon, alors par où on commence selon ce guide? Visiblement, tout commence bien avant de dire bonjour, la préparation. Oui, la préparation, mais pas juste les mots, c'est ça? Bien sûr, il faut connaître les bases. Saluer, bonjour, comment allez-vous? Se présenter, je m'appelle. Les formules de politesse aussi, merci, excusez-moi. Ça, c'est la base. C'est ça, le minimum vital, on pourrait dire. Et le guide suggère aussi, j'imagine, de prévoir un peu de vocabulaire sur des sujets un peu passe-partout. Tout à fait. La météo, bon, classique mais efficace. Les loisirs, les voyages, la nourriture. Ce sont des sujets qui parlent à peu près à tout le monde. Des questions types, peut-être, comme qu'est-ce que vous aimez faire le week-end, ce genre de choses. Exactement. Préparer quelques questions ouvertes comme ça aide à lancer. Et puis, la prononciation. Et c'est un point important dès le début pour être compris et éviter les malentendus immédiats. D'accord. Donc une préparation linguistique, mais vous disiez que ce n'était pas tout. Non, et c'est un point fort du guide, je trouve. La préparation psychologique. L'état d'esprit. Ah oui, c'est-à-dire? Adopter ce qu'on appelle un état d'esprit de croissance. Voir les erreurs non pas comme des échecs, mais Comme démarche pour apprendre, accepter de ne pas être parfait, en somme. précisément. Et se rappeler que les locuteurs natifs, la plupart du temps, ils apprécient l'effort, vraiment. L'effort compte souvent plus que la perfection de la phrase. C'est bon à savoir, ça enlève un peu de pression. Oui. Et pour réduire cette pression, le guide conseille de se fixer des objectifs réalistes. Pas besoin de viser une conversation d'1 heure tout de suite. Juste tenir quelques minutes peut-être. Voilà, par exemple, se dire « Ok, aujourd'hui, j'essaie de parler 5 minutes. » C'est déjà une victoire. Et la visualisation positive, s'imaginer que ça se passe bien, ça peut vraiment aider à calmer l'anxiété avant de se lancer. D'accord, donc on se prépare les mots, on se prépare la tête, et le contexte dans tout ça, j'imagine que ça change tout. Oh, le contexte, c'est crucial. Le guide insiste beaucoup là-dessus. On n'aborde pas quelqu'un de la même façon si on est dans un cadre formel, un échange linguistique organisé, ou si on croise quelqu'un dans un lieu touristique, ou même en ligne. C'est logique. On doit adapter son approche. Absolument. Le guide donne un exemple simple. Lors d'un festival culturel, demandez c'est la première fois que vous venez ou quelque chose comme ça. C'est pertinent, ça montre qu'on est présent au moment. Ça crée un lien immédiat. C'est ça. Et ça nous amène tout droit à la question de la conscience culturelle. C'est un gros morceau. La conscience culturelle. Vaste sujet. Comment le guide l'aborde-t-il pour que ce soit pratique? Il essaye de donner des exemples concrets pour éviter les impares. C'est là que ça devient délicat mais passionnant. Par exemple, la différence entre communication directe et indirecte. Expliquez un peu. Le guide prend l'exemple des États-Unis où la communication est souvent assez directe. On peut poser des questions assez personnelles, enfin, sur les goûts par exemple, assez rapidement. Quel est votre endroit préféré ici? Ok. Alors que dans d'autres cultures, prenons le Japon comme exemple cité, l'approche est beaucoup plus indirecte. On va passer plus de temps sur des banalités, des sujets généraux, pour établir une relation de confiance avant d'aborder des choses plus personnelles. Et si on ne sait pas ça, on peut paraître... Impoli ou trop curieux ou au contraire trop froid. Ça peut créer un malaise, d'où l'importance de cette conscience culturelle. Et ça ne concerne pas que les mots, j'imagine. L'espace personnel, par exemple. Tout à fait. Le guide en parle aussi. La distance physique qu'on maintient avec l'autre. C'est très variable. Plus proche en Amérique latine, souvent, plus distant en Europe du Nord ou en Asie. Donc le conseil, c'est d'observer. Observer, oui. Et s'adapter avec sensibilité au comportement de l'autre. Le langage corporel en général, d'ailleurs. Les gestes, le contact visuel, tout ça communique énormément. Et les sujets à éviter, au début du moins? Oui, règle d'or. Éviter les sujets potentiellement sensibles, comme la politique, la religion, l'argent, surtout au début. Mieux vaut rester sur des terrains plus neutres, plus positifs. La culture, la nourriture, les voyages, les expériences partagées. Donc, en résumé, préparation linguistique, préparation mentale, adaptation au contexte et cette fameuse conscience culturelle qui touche à la fois le verbal et le non-verbal. C'est déjà pas mal. C'est une bonne base, oui. Le respect passe aussi par des choses simples.
La salutation appropriée. Est-ce une poignée de main, un sourire, une inclinaison comme le wei en Thaïlande? L'humour aussi, j'imagine que c'est très culturel. Extrêmement. Ce qui est drôle ici peut ne pas l'être du tout ailleurs, voire être mal interprété. Prudence avec l'humour au début. Et l'écoute? On a parlé de préparer ce qu'on va dire, mais écouter l'autre. C'est fondamental. Le guide parle d'écoute active. Ça veut dire montrer qu'on écoute vraiment. Hocher la tête, maintenir un contact visuel approprié selon la culture. Reformuler peut-être? Ah donc, si je comprends bien, vous aimez le ski. Très formel, on reste un peu formel. S'il est plus décontracté, On peut se permettre d'être un peu plus relax. Comme un Australien versus un Allemand, pour caricaturer un peu. voilà, c'est un peu l'idée, même s'il faut éviter les stéréotypes bien sûr, s'adapter à l'individu avant tout. Bon, on est préparé, on est conscient. Le moment M arrive. Comment on se lance? Comment on brise la glace? Quelles sont les stratégies concrètes proposées? Alors, plusieurs options. Le compliment, on en a parlé. Sincère et spécifique. Pas juste « j'aime bien votre chemise », mais peut-être « j'aime beaucoup les couleurs de votre écharpe, ça vous va très bien ». Quelque chose de personnel, mais pas trop. C'est ça, une autre piste. Faire référence au contexte partagé. Si on est dans un café. Leur café est vraiment bon ici, n'est-ce pas? Si on attend quelque part, il y a du monde aujourd'hui. Simple, efficace. Ou alors la question ouverte. Pas une question fermée qui appelle juste oui ou non. Plutôt, qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui ou qu'est-ce que vous avez préféré dans cette ville jusqu'à présent? Ça invite l'autre à parler un peu plus. D'accord. La glace est brisée, maintenant il faut entretenir la flamme. Comment on maintient la conversation pour qu'elle ne s'éteigne pas après 2 phrases? Ah, le maintien. Le guide propose une petite méthode, un acronyme facile à retenir. Ford. Ford, comme la voiture. Ah oui, mais là ça veut dire autre chose. F pour famille, O pour occupation, le travail, les études, R pour récréation, les loisirs, les passions, et D pour dreams, les rêves, les projets, les aspirations. Famille, occupation, récréation, rêve. Intéressant. Ce sont des sujets assez universels et généralement positifs. Voilà, ça donne des pistes pour poser des questions, rebondir. Que faites-vous dans la vie? Point. Qu'est-ce que vous aimez faire pendant votre temps libre? Point. Quel endroit rêveriez-vous de visiter? Point. Et toujours cette écoute active dont on parlait. Essentiel. C'est ce qui permet de passer d'une question à l'autre de façon naturelle, poser des questions de suivi. Si la personne dit aimer skier, on demande « Ah oui, et où est-ce que vous skiez d'habitude? Quel est votre endroit préféré ?» Ça montre un intérêt réel. Trouver le bon équilibre entre parler et écouter aussi. Absolument. Le guide suggère même une sorte de règle, le 70-30. 70-30. Écoutez 70% du temps, parler 30%. C'est une indication, bien sûr, pas une règle stricte. Mais l'idée est de privilégier l'écoute, de laisser de l'espace à l'autre. Ça me parle. On apprend souvent plus en écoutant. Mais la question qui fâche, qu'est-ce qu'on fait quand on bloque? Quand les mots ne viennent pas? La petite panique de l'apprenant. Ah oui, le blocage. C'est normal, ça arrive à tout le monde, même dans sa langue maternelle parfois. Le guide insiste, il faut dédramatiser. Facile à dire. Oui, mais c'est la clé. La première chose, c'est de respirer un coup. Ensuite, demandez poliment de l'aide. Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît? Excusez-moi, je n'ai pas bien compris. Ou même, désolé, j'apprends encore le français. Pourriez-vous parler un peu plus lentement? Ou que signifie ce mot? Oser montrer sa vulnérabilité d'apprenant, en fait. Exactement. La plupart des gens sont compréhensifs et même contents d'aider. On peut aussi simplifier ses propres phrases, utiliser des mots plus simples, des phrases plus courtes. Et le non-verbal, on n'y a rien. Toujours. Un sourire, un geste pour mimer le mot qu'on cherche, ça peut faire des miracles. Il ne faut pas sous-estimer la communication non verbale quand la langue fait défaut. D'accord. On a géré le début, le milieu, les blocages et la fin. Comment on conclut une conversation de manière élégante, sans que ça paraisse trop abrupt? C'est aussi un art. Le guide recommande de ne pas juste tourner les talons. D'abord, remercier la personne. C'était vraiment un plaisir de discuter avec vous. Merci pour cette conversation intéressante. C'est la moindre des choses. Oui. Et si le courant est bien passé, si on sent que c'est approprié, on peut suggérer de rester en contact. Peut-être qu'on pourrait se recroiser ou échanger un contact si le contexte s'y prête. Avec tact. Voilà. Et si on doit partir, l'annoncer poliment. Bon, je vais devoir y aller, mais j'ai beaucoup apprécié notre échange. Ça permet une clôture douce. Ok. Et une fois la conversation terminée, on oublie et on passe à la suivante, où le guide suggère une dernière étape. Il y a une dernière étape très importante pour progresser. La réflexion. Prendre quelques minutes après coup pour analyser un peu.
Analyser quoi? Ce qui a bien fonctionné, tiens, j'ai réussi à utiliser cette nouvelle expression, la personne a bien réagi quand j'ai posé cette question, mais aussi ce qui a moins bien marché. Là, j'ai cherché mes mots, j'aurais pu poser une meilleure question de suivi. Une sorte de débriefing personnel. C'est exactement ça. Notez peut-être un mot nouveau qu'on a entendu, une expression idiomatique. Le guide donne l'exemple de l'argot britannique chuffed, qui veut dire content. Notez ce genre de choses, ça enrichit. Et ça permet de cibler ce qu'il faut travailler pour la prochaine fois. Précisément. Si on a buté sur la prononciation d'un mot, on le pratique. Si on a manqué de vocabulaire sur un sujet, on en apprend un peu plus. Chaque conversation devient une leçon. Et ça renforce la confiance pour les interactions futures, qui deviendront de plus en plus complexes et intéressantes. Bien. Alors, si on essaie de synthétiser les points clés de ce guide, il y a cette préparation essentielle qui est à la fois linguistique, mentale et culturelle. C'est un tout. Oui, indissociable. Ensuite, des stratégies concrètes pour oser commencer la conversation et surtout pour la maintenir en vie grâce à l'écoute active, à l'intérêt sincère pour l'autre. Le fameux 60-30. Voilà. Savoir aussi gérer les moments de flottement, les blocages linguistiques, sans paniquer, en étant honnête et en utilisant tous les outils, y compris le non-verbal. Et bien conclure, laisser une bonne impression. Et enfin, cette boucle de rétroaction. Réfléchir après coup pour transformer chaque expérience en apprentissage. L'objectif final, si je comprends bien, ce n'est pas tant la perfection linguistique Non, pas du tout. que la connexion humaine. Réussir à créer un lien, même bref, même imparfait. C'est tout à fait ça, la connexion avant la perfection. Et d'ailleurs, ça m'amène à une réflexion qui va un peu au-delà du guide lui-même. Je vous écoute. Au-delà de l'amélioration purement linguistique, comment est-ce que ces conversations, ces rencontres avec des personnes d'autres cultures peuvent réellement influencer, peut-être même bousculer notre propre vision du monde? Quel apprentissage plus profond sur nous-mêmes, sur la diversité, peut émerger de ces simples conversations? C'est une question intéressante à garder en tête, je trouve. Une excellente question pour continuer la réflexion. Thanks for joining us. If you enjoyed this episode, please subscribe, like, and share with your friends.